Hériter d'une conserverie de poissons peut sembler romantique, une sorte de lien poétique avec la mer et l'histoire familiale, jusqu'à ce que l'on soit confronté à la réalité rugueuse de ce métier. C'est une odeur de marée qui s'incruste dans les fibres des vêtements et ne part jamais tout à fait, une senteur persistante, mélange d'iode et d'algues séchées. Ce sont des mains qui, malgré les savons les plus parfumés, gardent toujours une trace de citron industriel, ce nettoyant acide utilisé pour dégraisser les machines. Ce sont des réunions convoquées alors que le ciel est encore noir d'encre, car les chalutiers qui rentrent au port de Nice n'attendent personne. Pourtant, cette usine était la mienne. C'était la seule chose qui comptait vraiment. Mon père, Pierre Dubois, avait bâti la conserverie Dubois pierre par pierre, consacrant 30 années de sa vie à cette entreprise sur la Côte d'Azur. Il avait commencé avec rien d'autre qu'un maigre prêt bancaire et la recette secrète d'anchois marinés de ma grand-mère. Lorsqu'il s'est éteint il y a 5 ans, il m'a tout légué. L'usine, les carnets d'adresses, la réputation, l'héritage. Il m'a aussi laissé un dilemme. Je connaissais les chiffres, la finance, la gestion d'entreprise. J'avais étudié avec rigueur à l'université Côte d'Azur, maîtrisant les subtilités de l'administration, mais je ne connaissais rien à la production pure. Je ne savais rien des lignes d'embouteillage, des contrôles bactériologiques du poisson frais, ni des négociations brutales avec les grossistes du port. Jean, mon mari, savait. Jean travaillait à la conserverie depuis bien avant notre mariage. Il avait débuté comme superviseur de production alors qu'il n'était qu'un jeune homme ambitieux de 25 ans. Il était bon, indéniablement compétent, méticuleux, organisé, doté de ce genre d'autorité naturelle qui pousse les ouvriers à exécuter les ordres sans jamais les remettre en question. Lorsque j'ai hérité de l'entreprise, la décision a semblé couler de source, une évidence confortable. Jean deviendrait le directeur général. Je resterai la propriétaire légale, celle qui détient les titres, mais c'est lui qui piloterait les opérations quotidiennes. Cela a fonctionné. Durant 5 années, l'engrenage a tourné à la perfection. Sous sa direction, l'usine a prospéré. Nous avons élargi la gamme de produits, intégrant des tapenades et des spécialités niçoises. Nous avons décroché des contrats juteux avec des chaînes de supermarchés à travers toute la France. La conserverie Dubois est passée d'un joyau régional, connu seulement des initiés de la baie des Anges, à une marque ayant une présence nationale respectée. Mais quelque chose a changé chez Jean. Le pouvoir, ai-je découvert à mes dépens, possède une manière subtile et insidieuse de corrompre les âmes. Pas du jour au lendemain, pas lors d'un moment dramatique de bascule, mais lentement, comme la rouille rongeant le métal exposé aux embruns. Jean a commencé à parler de « mon usine » au lieu de « notre usine ». Il a commencé à prendre des décisions stratégiques sans même m'en informer. Il a commencé à se présenter lors des réunions avec les distributeurs d'Occitanie comme le propriétaire de la conserverie Dubois, tandis que je me retrouvais relégué au rang d'épouse décorative et d'envaguement à l'administration. Elle aide, disait-il. Comme si les documents juridiques portant mon nom n'avaient aucune valeur. J'ai laissé passer. Peut-être par confort, peut-être parce qu'après 12 ans de mariage, on s'habitue à céder sur les petites batailles pour préserver la paix du ménage. Ou peut-être parce que je ne prenais pas autant de plaisir que lui à la gestion quotidienne du fracas des machines. Jean se levait bien avant l'aube chaque jour. Il arrivait à l'usine avant tout le monde. Il supervisait le débarquement du poisson frais sur les quais, vérifiait chaque lot avec un œil de lynx, organisait la cadence de production. Les travailleurs le respectaient, l'admiraient même, alors qu'ils me voyaient souvent comme l'héritière chanceuse qui signait les chèques mais ne comprenait pas la sueur du métier. Ce n'était pas complètement faux, mais ce n'était pas toute la vérité. Cette matinée de mardi avait commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis levé, j'ai préparé mon café serré, j'ai consulté mes courriels sur mon ordinateur portable en regardant le soleil monter sur les collines. Jean était parti depuis des heures. Je suis arrivé à l'usine en milieu de matinée. Le bâtiment de 3 étages se dressait près du vieux port de Nice, offrant une vue imprenable sur la baie des Anges. Je pouvais sentir l'odeur saline de la Méditerranée se mêler aux effluves de vinaigre et d'épices qui formaient un nuage invisible autour de l'installation. J'ai salué les ouvriers au rez-de-chaussée. La plupart m'ont rendu mon salut avec une courtoisie professionnelle, rien de plus. Il n'y avait pas cette chaleur, cette déférence qu'il réservait à Jean. Je suis monté à mon bureau au 3e étage, une pièce modeste avec vue sur le port, encombrée d'archives et de documents financiers. Le bureau de Jean se trouvait à l'étage inférieur, 2 fois plus grand,
doté de larges baies vitrées donnant directement sur la chaîne de production. De là, il pouvait tout voir, tout contrôler, tel un capitaine sur sa passerelle. Je me suis assise et j'ai commencé à éplucher les comptes du mois. Tout semblait en ordre. Les ventes grimpaient, les coûts étaient maîtrisés, les marges restaient saines. Jean excellait dans son travail, je devais l'admettre. Plus tard dans la matinée, je suis descendu à l'étage de production pour faire ma ronde hebdomadaire. J'aimais marcher entre les lignes d'embouteillage, observer le balai hypnotique des boîtes de conserve sur les tapis roulants, écouter le bourdonnement constant de la machinerie. En passant devant le bureau de Jean, j'ai remarqué que la porte était close. Des voix filtraient à travers le battant. J'ai reconnu celle de mon mari, grave et assurée, et une autre voix, féminine et plus légère. Chloé. Chloé Martin. Chloé était la secrétaire de direction. 28 ans. Efficace, organisée, toujours impeccablement vêtue de tailleurs ajustés et perchée sur des talons hauts qui claquaient sur le sol en béton des couloirs. Elle travaillait avec nous depuis 2 ans. Jean l'avait recrutée personnellement, impressionné par son CV et sa proactivité. Je n'avais jamais prêté grande attention à elle. Elle n'était qu'une employée parmi d'autres, compétente, sans plus. Mais ces derniers temps, elle semblait omniprésente, toujours dans le bureau de Jean, toujours à travailler tard le soir quand j'étais déjà rentré. J'ai frappé avant d'entrer. Entrez, a lancé Jean. J'ai ouvert. Ils étaient assis côte à côte au bureau, penchés sur l'écran d'ordinateur. Chloé portait une robe bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de n'importe quel ouvrier de l'usine. « Je dérange ?» ai-je demandé. « Non, pas du tout », a répondu Jean sans même lever les yeux vers moi. Nous révisons le contrat avec les distributeurs d'Occitanie. Chloé a trouvé quelques clauses qui nécessitent des ajustements. Chloé m'a gratifié d'un sourire. Un sourire professionnel, poli, mais vide de toute chaleur. « Tu as besoin de quelque chose, Marie ?» a demandé Jean, toujours captivé par son écran. Il a prononcé ces mots comme si j'étais une simple interruption dans sa journée de travail cruciale. « Je fais juste mon tour », ai-je dit. Continuez. J'ai refermé la porte et repris ma marche. Dans le couloir, j'ai croisé Nicolas, le chef de qualité, un homme de 50 ans, robuste et loyal, qui travaillait ici depuis l'époque de mon père. « Bonjour, Marie », m'a-t-il salué. « Bonjour, Nicolas. » Il s'est arrêté, hésitant, comme s'il retenait des mots au bord des lèvres. « Tout va bien ?» ai-je interrogé. « Oui, oui. Juste. Prends soin de toi. » D'accord. Il m'a lancé un regard que je n'ai pas su interpréter sur le moment. De la compassion, peut-être, ou une gêne profonde. « Pourquoi dis-tu ça ? » Pour rien. Prends juste soin de toi. Il a repris son chemin avant que je puisse insister. Ce soir-là, Jean est rentré à la maison bien après la tombée de la nuit. J'étais sur le canapé, un livre à la main, tentant de chasser de mon esprit le regard de Nicolas et ses réunions tardives devenues la norme. « Tu rentres tard », ai-je commenté lorsqu'il a franchi le seuil. « Beaucoup de travail », a-t-il répondu en retirant sa veste. Le contrat d'Occitanie est plus complexe que prévu. Chloé est toujours là pour t'aider. Pour la première fois depuis des semaines, il m'a regardé droit dans les yeux. Oui, elle est très efficace. Je n'en doute pas. Un silence lourd s'est installé, une chape de plomb dans notre salon confortable. Tu as quelque chose à me dire, Jean ? J'aurais pu me taire. J'aurais pu laisser passer un jour de plus, une semaine, un mois. Mais quelque chose dans son ton, dans cette arrogance silencieuse, m'a poussé à parler. Il y a quelque chose entre toi et Chloé ? Il n'a pas nié immédiatement. Ce fut mon premier indice, la confirmation tacite. Marie, c'est une question simple, Jean. Oui ou non ? Il s'est assis dans le fauteuil face à moi, a pris une profonde inspiration, et c'est là que j'ai vu la vérité crue dans son regard. La décision était déjà prise, mûrie, actée. Oui, a-t-il dit d'une voix calme, presque détachée. Il y a quelque chose entre Chloé et moi. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Il n'y a pas eu de musique dramatique, juste le silence oppressant de notre salon et le bruit lointain de la circulation niçoise. Depuis combien de temps ? ai-je demandé. 8 mois.
8 mois. Pendant que je signais les papiers, payais les factures, maintenais l'entreprise dans la légalité, il vivait une double vie. 8 mois de mensonges quotidiens. Et maintenant? Je veux le divorce. Je vais rester avec Chloé. J'ai hoché la tête lentement, encaissant le coup. Je comprends. Marie. Où vas-tu vivre? Ici, a-t-il dit avec un naturel qui m'a glacé le sang. C'est ma maison aussi. Tu peux aller à l'hôtel ou chez ta sœur en attendant que nous réglions les papiers. Moi, partir de ma propre maison de campagne? Cette bâtisse provençale que j'avais achetée avec l'argent de l'héritage de mon père? La maison dont le titre de propriété était uniquement à mon nom car, à l'époque de l'achat, j'entraînais des dettes qui compliquaient les démarches notariales? Tu es en train de me mettre à la porte de chez moi? Ai-je articulé lentement. Ne sois pas dramatique. C'est notre maison. 12 ans de mariage me donnent des droits. Il s'est levé et s'est dirigé vers la cuisine. Il est revenu avec une sacoche en cuir, l'a ouverte et en a sorti plusieurs cartes de crédit. Ce sont les cartes affaires de l'entreprise. Je vais les donner à Chloé. Demain, elle aura besoin de vêtements neufs, adaptés à son nouveau rôle. Son nouveau rôle de compagne, de première dame de la conserverie du bois, si on peut dire. Elle doit être à la hauteur. J'ai fixé les cartes dans sa main. Les cartes liées au compte bancaire de l'entreprise. L'entreprise qui m'appartenait légalement. Elle pourra acheter ce qu'elle veut, a continué Jean en rangeant les cartes. Des vêtements dignes de la femme du patron. Chaussures, sacs, peu importe. Elle le mérite. Il ne me parlait pas vraiment. Il répétait le discours qu'il tiendrait à Chloé. Demain. Je me suis levé du canapé, saisissant mon sac à main, tremblante de rage contenue. Où vas-tu? A-t-il demandé. À l'hôtel. Comme tu l'as suggéré. Marie, tu n'es pas obligée de partir ce soir. Si, je le suis. Je suis monté dans notre chambre. J'ai bouclé une valise avec l'essentiel, des vêtements pour une semaine, mes documents personnels importants, mon ordinateur portable. Quand je suis redescendu, Jean était dans la cuisine. Il n'est pas venu me dire au revoir. J'ai conduit jusqu'à un hôtel près de la promenade des Anglais, un établissement correct mais sans âme. J'ai fait mon enregistrement, suis monté dans ma chambre, me suis assise sur le bord du lit. J'ai regardé autour de moi, observant les murs beiges impersonnels et la décoration générique. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la banque. En tant que propriétaire unique de la conserverie du bois, je possédais les accès administratifs complets à tous les comptes de la société. Je me suis dirigé vers la section des cartes bancaires professionnelles. Elles étaient là. 6 cartes actives, toutes avec des plafonds élevés, toutes en possession de Jean, toutes sur le point d'être offertes à Chloé comme un trophée pour qu'elle s'achète sa panoplie de « première dame ». J'ai contemplé l'écran longuement. Et puis, pour la première fois depuis que Jean m'avait chassé de ma propre maison, j'ai souri. L'écran du téléphone brillait dans la pénombre de la chambre d'hôtel. 6 cartes de crédit société. Toutes actives. Toutes avec des plafonds généreux que j'avais moi-même autorisés il y a des années, car Jean avait besoin de flexibilité pour des achats urgents d'équipements, des réparations, des voyages d'affaires. Jamais pour des robes de créateur destinées à sa maîtresse. Je pouvais bloquer les cartes. Un seul clic et elles deviendraient inutilisables. Mais ce serait trop évident. Jean appellerait la banque, ferait un scandale, prétendrait à une erreur système. On lui enverrait de nouvelles cartes en 24 heures. Non, il me fallait quelque chose de plus subtil, de plus élégant. Je suis allé dans les paramètres avancés de chaque carte. J'ai trouvé l'option que je cherchais, le plafond de dépenses journalier. Habituellement, il était fixé à 5 000 € par carte, largement suffisant pour n'importe quelle dépense légitime de l'entreprise. J'ai modifié le chiffre sur les 6 cartes, une par une. Plafond de dépenses journalier, 1 €. 1 € symbolique. J'ai enregistré les changements. Le système a confirmé, modification réussie. Les nouveaux plafonds entrent en vigueur immédiatement. J'ai éteint mon téléphone et je me suis allongé. Pour la première fois depuis des heures, j'ai trouvé le sommeil. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de Nicolas, le chef de qualité. Marie, tu vas bien?
Jean a dit que tu avais dû partir pour une urgence familiale. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Une urgence familiale. Quelle ironie. J'ai répondu, je vais bien, Nicolas. Merci. Je serai de retour bientôt. J'ai passé la journée à l'hôtel, travaillant depuis mon ordinateur. J'ai revu des contrats, répondu aux fournisseurs, passé des appels aux distributeurs. Les affaires ne s'arrêtaient pas parce que mon mariage s'effondrait. C'est vers 16 heures que mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Allô, Madame Dubois? Une voix féminine, jeune, nerveuse. C'est Chloé. Intéressant. La maîtresse m'appelait directement. Que veux-tu, Chloé? Écoutez, je sais que la situation est inconfortable, mais Jean et moi. Ce qu'il y a entre nous est réel. Ce n'était pas planifié, c'est juste arrivé. Quel romantisme, ai-je dit d'une voix blanche. Tu m'appelles pour me raconter ça? J'appelle. Pourquoi? Parce que je veux que vous sachiez que je ne suis pas une mauvaise personne. Et aussi parce que... Eh bien, il y a un problème avec les cartes de la société. Nous y étions. Quel genre de problème? Elles ne fonctionnent pas. J'ai essayé de les utiliser aujourd'hui et elles ont toutes été refusées. Jean dit que ça doit être une erreur du système bancaire, mais il a déjà appelé 3 fois et ils disent que tout est normal. On pensait que peut-être, en tant que propriétaire, vous pourriez vérifier. Où as-tu essayé de les utiliser? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Dans une boutique. Jean m'a dit de m'acheter des vêtements neufs pour les événements de l'entreprise, vous savez. Mais quand j'ai essayé de payer. Laisse-moi deviner. Plafond dépassé? Oui. Comment le savez-vous? Parce que c'est moi qui ai fixé le plafond. Un silence total à l'autre bout de la ligne. Quoi? A-t-elle fini par dire d'une petite voix. 1 euro par jour. C'est ce que tu peux dépenser avec ces cartes. Techniquement, elles fonctionnent toujours, juste pas pour ce que tu voulais. Mais Jean a dit. J'en ai pas le propriétaire de l'entreprise, Chloé. C'est moi. Et les cartes de société sont pour les dépenses de la société, pas pour habiller les maîtresses. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse balbutier autre chose. 2 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Des appels de Jean, l'un après l'autre. Je n'ai répondu à aucun. Les messages ont commencé à pleuvoir. Marie, qu'est-ce que tu as fait aux cartes? C'est ridicule. Ce sont des outils de travail. Tu vas passer pour une folle jalouse. Réponds au téléphone. J'ai éteint le mobile et commandé le service d'étage. Le lendemain, j'ai rallumé le téléphone. 43 appels manqués de Jean. 12 messages. Et quelque chose d'autre, une vidéo envoyée par une ancienne camarade d'université qui vivait à Nice. Marie, ce n'est pas ton mari sur la vidéo? Ah, quelle honte! J'ai ouvert la vidéo. Elle avait été filmée dans ce qui était clairement une boutique de luxe du centre-ville, probablement sur l'avenue de Verdun. J'ai reconnu l'endroit, une enseigne prestigieuse où les robes ne commençaient pas en dessous de 1000 euros. Sur la vidéo, on voyait Chloé au comptoir. Elle portait une robe noire ajustée, des talons vertigineux, un maquillage parfait. Face à elle, une pile impressionnante de vêtements, robes, chemisiers, chaussures, un sac à main dont le prix dépassait l'entendement. La vendeuse, une femme élégante d'une 50aine d'années, scannait les articles. Cela fera 4300 €, annonçait-elle. Chloé sortait une carte dorée, l'insérait dans le terminal. La machine émettait un bip sonore désagréable. Refusé, disait la vendeuse en fronçant les sourcils. Ça doit être une erreur, disait Chloé en sortant une autre carte. Essayez avec celle-ci. Même scène. Bip sonore, refus. Vous avez un autre moyen de paiement? Demandait la vendeuse sur un ton de moins en moins aimable. C'est à ce moment que Jean entrait dans le champ. Je l'ai reconnu à sa chemise bleue préférée, celle qu'il portait toujours pour les grandes occasions. Qu'est-ce qui se passe? Demandait-il en s'approchant de Chloé. Les cartes ne marchent pas, chuchotait-elle. Impossible. Laisse-moi faire.
Jean sortait son propre portefeuille, essayait avec sa carte professionnelle personnelle. Bip. Refusé. Le visage de Jean passait de la confiance à la confusion, puis à la panique en 3 secondes. Ce doit être un problème du système, disait-il fort, s'adressant davantage à la file de clients qui se formait derrière qu'à la vendeuse. Monsieur, disait la vendeuse d'une voix claire et professionnellement sonore, le terminal indique plafond journalier atteint. Ce n'est pas un problème du système. Cela signifie que votre carte ne permet pas cette dépense. On entendait des rires étouffés derrière. Quelqu'un murmurait. La personne qui filmait retenait à peine son hilarité. C'est impossible, insistait Jean. Je suis le directeur général de la conserverie du bois. Ce sont des cartes d'entreprise avec des plafonds de plusieurs milliers d'euros. Eh bien, selon la machine, le plafond est atteint. Avez-vous un autre moyen de paiement ou préférez-vous que nous mettions les articles de côté? Jean essayait une 3e carte, une 4e. Toutes refusées. La file s'allongeait. Les murmures devenaient des commentaires audibles. Quelle honte! Ils jouent les riches et n'ont même pas de quoi payer. Pauvre vendeuse. Chloé était rouge écarlate. Jean transpirait visiblement. Viens, disait-il à Chloé à voix basse, mais le micro du téléphone captait tout. C'est une erreur bancaire. On va régler ça. Il sortait du magasin en laissant toute la montagne de vêtements sur le comptoir. La vendeuse les regardait partir avec un mélange de soulagement et de dédain. La vidéo se terminait avec la personne qui filmait éclatant de rire. Mon Dieu, quel spectacle! J'ai regardé la vidéo 3 fois. Je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti satisfaite. Mon téléphone a sonné. Cette fois, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? A hurlé Jean sans même dire bonjour. Bonjour, Jean. Comment s'est passée ta session de shopping? Tu nous as humiliés en public. Tu sais combien de gens nous ont vus? Tu sais que quelqu'un a filmé et que la vidéo circule. Quelle honte! Je suppose que la première dame devra attendre pour ses robes de luxe. Tu es une. Attention à ce que tu dis, les jeux interrompus d'une voix glaciale. N'oublie pas que tout cela a commencé parce que tu m'as mise à la porte de ma propre maison pour donner mes cartes de société à ta maîtresse. Je ne suis pas la méchante dans cette histoire. Ces cartes sont des outils de travail. Exactement. Pour le travail. Pas pour acheter des sacs à 4000 € à des secrétaires. Je vais te traîner en justice, a-t-il dit d'une voix tremblante de rage. Je vais demander la moitié de l'usine lors du divorce. Je l'ai administré pendant des années. J'ai des droits. Ah, maintenant tu veux officialiser le divorce? Parfait. Appelle ton avocat. J'appellerai le mien. Tu ne sais pas à qui tu t'en prends, Marie. J'ai fait grandir cette usine. Je l'ai transformée en ce qu'elle est aujourd'hui. Sans moi, tu ne serais rien. Et sans les anchois de mon père et l'argent de mon héritage, tu serais toujours un superviseur de production. Mais bien sûr, oublions ces détails. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai engagé la meilleure avocate spécialisée en droit de la famille de Nice, Marie Fournier, une femme de 60 ans à la réputation de fer. Je lui ai expliqué la situation dans son cabinet le lendemain. Donc, il veut la moitié de l'usine parce qu'il l'a gérée, a résumé Maître Fournier en prenant des notes. Oui, il dit qu'il a des droits. L'usine est entièrement à votre nom? Héritage direct de mon père. J'en étais qu'un employé. Un employé salarié? Oui. Directeur général. Un bon salaire. Maître Fournier a souri. Alors, il était exactement cela, un employé. Pas un associé, pas un copropriétaire. Un employé rémunéré pour ses services. C'est ce que je lui ai dit. Bien. Maintenant, parlez-moi des cartes de crédit. Je lui ai tout expliqué. Les cartes que Jean voulait donner à Chloé. Ma modification des plafonds. La scène dans la boutique. Parfait, a dit l'avocate. J'ai besoin des relevés bancaires montrant les tentatives d'achat. Cela démontre un mauvais usage des ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Cela nous aide? Cela aide énormément.
Un employé qui tente d'utiliser l'argent de l'entreprise pour des dépenses personnelles et celles d'un tiers peut être licencié pour faute grave, voire lourde. Et s'il est licencié pour faute, Maître Fournier m'a regardé avec insistance, il n'a droit à aucune indemnité et certainement aucun droit de réclamer la propriété de l'entreprise. J'ai ressenti quelque chose ressemblant à de l'espoir pour la première fois depuis des jours. Quand est l'audience? Je dépose la demande demain. Avec de la chance, nous aurons une date dans 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines avant que cela ne se termine d'une manière ou d'une autre. Je suis sorti du cabinet de Maître Fournier et j'ai conduit jusqu'au Vieux-Port. Je me suis garé face à l'usine. Mon usine. Je pouvais voir les lumières allumées au 2e étage. Le bureau de Jean. Il était probablement là avec Chloé, planifiant leur stratégie légale, convaincus qu'ils allaient gagner, persuadés que leur prétendue contribution à l'affaire leur donnait droit à ce que mon père avait construit pendant 3 décennies. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rappelé Maître Fournier. Marie? Vous avez oublié quelque chose? Une dernière chose. Je veux que dans la demande, vous sollicitiez que Jean soit révoqué de son poste de directeur général immédiatement. Conflit d'intérêts tant que dure la procédure. C'est agressif. Cela peut compliquer les négociations. Je ne vais pas négocier, maître. Je vais gagner. J'ai entendu son rire à l'autre bout de la ligne. Je vous aime bien, Marie. Préparez votre meilleur tailleur. Dans 3 semaines, nous allons au tribunal. J'ai raccroché et regardé à nouveau vers l'usine. Le bâtiment qui sentait la mer et le vinaigre. Le bâtiment où mon père avait passé 30 ans à perfectionner ses recettes. Le bâtiment qui était mien par droit, par sang, par héritage. J'en pouvais m'emmener au tribunal, mais j'avais les papiers, les relevés bancaires, la vérité. Et dans 3 semaines, un juge déciderait qui méritait vraiment de garder la conserverie du bois. Les 3 semaines passèrent dans un flou de préparation juridique. Maître Fournier et moi nous sommes réunis 4 fois pour examiner chaque document, chaque relevé bancaire, chaque courriel prouvant que l'usine était et avait toujours été la mienne. Le jour de l'audience est arrivé, un lundi gris de novembre. Je me suis vêtu de mon meilleur tailleur bleu marine, j'ai relevé mes cheveux en un chignon strict et j'ai conduit jusqu'au palais de justice du centre de Nice. Maître Fournier m'attendait sur les marches. Prête? Plus que jamais. Nous sommes entrés dans la salle. Jean était déjà là avec son avocat, un homme d'une 50aine d'années en costume onéreux, affichant une confiance excessive. Chloé était assise derrière eux, vêtue plus modestement que d'habitude. Elle avait probablement appris la leçon sur le fait d'essayer d'impressionner avec un luxe qu'elle ne pouvait se payer. Le juge est entré. Nous nous sommes tous levés. L'audience a commencé par l'avocat de Jean présentant son dossier. Il a parlé pendant 20 minutes de la façon dont mon mari avait transformé une entreprise familiale vieillissante en une société prospère à la présence nationale. Il a parlé de son dévouement inlassable et de son génie administratif qui aurait sauvé la conserverie du bois de la faillite, un tissu de mensonges enrobés de demi-vérités. Mon client mérite au minimum 50% de l'entreprise, a conclu l'avocat. Son travail durant 12 ans a construit la valeur actuelle de l'affaire. Le juge s'est tourné vers Maître Fournier. La défense. Elle s'est levée calmement. Pas de théâtralité, juste une efficacité redoutable. Votre honneur, la conserverie du bois a été fondée par Pierre Dubois il y a 35 ans. Elle a été héritée légalement par sa fille, Marie Dubois, il y a 5 ans. Les titres de propriété que je présente maintenant montrent clairement que l'entreprise est enregistrée uniquement au nom de ma cliente. Elle a remis un dossier au juge. Celui-ci l'a parcouru en silence. Monsieur Jean Lambert, a continué Maître Fournier en utilisant le nom de famille de mon mari, a été embauché comme superviseur de production il y a 16 ans. Il a ensuite été promu directeur général avec un salaire annuel de 75 000 € plus prime. Cela fait de lui un employé. Un employé bien payé, certes, mais un employé. Pas un associé, pas un copropriétaire. Objection. A bondi l'avocat de Jean. Mon client a fourni un travail qui excédait largement son salaire. Cela constitue un apport à la croissance de l'entreprise, pour lequel il a été généreusement compensé, a répliqué Maître Fournier. Mais il y a plus, votre honneur. Elle a sorti un autre dossier, plus épais. Ce sont les relevés bancaires des comptes de la conserverie du bois des 6 derniers mois,
spécifiquement les registres des cartes de crédit professionnelles assignées à Monsieur Lambert. Le juge a ouvert le dossier. Ses sourcils se sont levés. Comme vous pouvez le voir, a expliqué l'avocate, il y a de multiples tentatives d'achat dans des établissements de luxe, des boutiques de mode, des bijouteries, des restaurants gastronomiques. Aucune de ces dépenses n'a de lien avec des activités professionnelles légitimes. C'était des erreurs. Est intervenu Jean en se levant. Des confusions de cartes. Des confusions? A demandé Maître Fournier avec scepticisme. Si tentatives d'achat dans une même boutique le même jour sont une confusion? Tenter de dépenser 4 300 € en vêtements pour femme est une confusion. Elle s'est tournée vers le juge. Monsieur Lambert a admis publiquement, et j'ai des témoins prêts à déclarer, que ces cartes allaient être remises à mademoiselle Chloé Martin, sa secrétaire et maîtresse, pour qu'elle s'achète des vêtements dignes d'une première dame de la ville. Ses propres mots. Le visage de Jean est devenu cramoisi. Utiliser les ressources de l'entreprise pour un bénéfice personnel, a dit Maître Fournier en regardant le juge droit dans les yeux, constitue un abus de biens sociaux. C'est une cause de licenciement immédiat et, selon les montants, cela peut relever du pénal. Votre honneur, a tenté l'avocat de Jean, c'est hors contexte. Le contexte, l'a interrompu l'avocate, c'est qu'un employé a tenté de voler l'argent de l'entreprise qu'il prétend posséder. On ne peut pas avoir les deux. Soit il est propriétaire et ce sont ses fonds, auquel cas il admet qu'il n'y a pas d'appropriation mais avoue s'être considéré propriétaire sans titre légal, soit il est employé et il était en train de voler. Lequel préférez-vous? Silence dans la salle. Le juge a refermé les dossiers. J'en ai entendu assez. Je vais rendre ma décision. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Les documents de propriété sont clairs. La conserverie Dubois appartient uniquement à Madame Marie Dubois par droit d'héritage. Monsieur Jean Lambert était un employé de l'entreprise, non un associé. Par conséquent, il n'a aucun droit légal à réclamer un quelconque pourcentage de la société. L'avocat de Jean a tenté d'objecter, mais le juge a levé la main. De plus, la tentative documentée d'usage abusif des fonds de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse, voire une faute grave, justifiant la rupture du contrat de travail sans indemnité. Monsieur Lambert non seulement ne recevra aucune part de l'entreprise, mais il ne recevra aucune compensation de départ. J'ai regardé Jean. Il était livide, les mains crispées sur la table. Les frais de justice de cette procédure, a conclu le juge, seront à la charge de Monsieur Lambert. L'audience est levée. Le marteau a frappé. Maître Fournier m'a serré le bras. Nous avons gagné. Je suis sorti du palais de justice les jambes tremblantes. Dehors, le ciel gris de novembre semblait soudain un peu plus lumineux. Le lendemain, je suis retourné à l'usine. Cette fois, pas comme une héritière absente, mais comme une propriétaire active. J'ai convoqué une réunion avec tous les employés. Je leur ai expliqué les changements. J'en ne travaillais plus ici. Nous avions besoin d'un nouveau directeur général. J'ai engagé un professionnel de 45 ans avec de l'expérience dans l'industrie agroalimentaire, honnête, compétent, sans intérêt à usurper ce qui ne lui appartenait pas. Chloé a démissionné avant que je ne puisse la renvoyer. Je suppose que travailler pour l'épouse de l'homme avec qui elle vous a trompé n'était pas confortable. Les mois suivants furent ceux de la reconstruction. J'ai récupéré ma place à l'usine. Non seulement comme celle qui signait les papiers, mais comme celle qui prenait les décisions. Jean a trouvé un emploi dans une petite entreprise de logistique dans l'arrière-pays. Un salaire modeste. Très loin de son rêve d'être le magnate de la conserve sur la Côte d'Azur. Chloé est retournée vivre chez ses parents dans un village près de Toulon. Son compte Instagram, autrefois rempli de poses ambitieuses, était désormais privé. Un après-midi de printemps, 6 mois après le procès, j'étais dans l'usine, regardant les boîtes défiler sur les tapis roulants. Le même bourdonnement de machines, la même odeur de mer et de vinaigre, mais tout était différent car c'était désormais vraiment à moi. Nicolas, le chef de qualité, s'est approché. Le nouveau lot d'anchois est parfait, Marie. Ton père serait fier. J'ai souri. Merci, Nicolas. Il l'a toujours été, tu sais. Fier de toi. Même quand tu laissais les autres s'attribuer le mérite de ton travail. J'ai regardé vers les fenêtres qui donnaient sur la baie des Anges. La mer scintillait sous le soleil de l'après-midi.
Mon père avait construit ceci de ses mains. Je l'avais hérité avec sa bénédiction, et maintenant, je le dirigeais enfin avec ma propre voix. Jean avait essayé de prendre ce qui ne lui appartenait pas en utilisant des titres et de l'arrogance, mais les titres n'importent pas quand les papiers disent la vérité. Et la vérité a toujours été simple. C'était à moi.